Si vous avez mis les pieds sur internet ces dernières semaines, vous êtes forcément tombé sur cette vidéo d'un groupe de doom metal, Pentagram. Le vieux monsieur qui a l'air d'être en plein bad trip de kétamine, c'est Bobby Liebling, le fondateur du groupe et son seul membre permanent. C'est aussi l'un des pionniers du doom et il a une histoire plutôt intéressante. Le petit Bobby, Robert de son vrai prénom, est né en 1953 à New York, dans le quartier de Brooklyn. Bobby est le seul fils unique de Joseph Liebling, haut fonctionnaire d'État du département de la défense des USA, et de Diane Liebling, une ancienne chanteuse de cabaret. Son père travaillait pour le gouvernement, quand même. Donc Bobby a grandi à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, et ça, ce n'est pas anodin. Être un enfant à Washington dans les années 60, ça a pas mal d'implications. Washington était, et est toujours, un centre du pouvoir mondial, mais aussi une ville qui a été profondément marquée par l'injustice raciale et la contestation sociale. Il faut bien comprendre que la ségrégation sociale aux États-Unis venait tout juste d'être abolie, à peine 10 ans auparavant. Washington, c'est une ville qui est composée à 60% de personnes afro-américaines, et donc l'une des rares ville des États-Unis avec une population qui n'est pas majoritairement blanche. Donc Washington, étant la capitale du pays et composée majoritairement de personnes afro-américaines, quand il y avait un scandale raciste aux États-Unis, comme l'assassinat de Martin Luther King, je sais pas si vous connaissez, eh ben c'était souvent à Washington que les manifestations avaient lieu. C'est aussi là-bas qu'ont eu lieu les plus grandes émeutes contestataires liées à la guerre du Vietnam. Le petit Bobby, qui était blanc, nerd et fils unique d'un membre d'un gouvernement qui est très impopulaire, et dans cette ambiance, il a du mal à créer du lien social. Et c'est pour ça qu'il s'est un peu, réfugié dans la musique. Washington avait aussi des avantages. Sans être le plus grand centre culturel des États-Unis, ça reste une ville qui a longtemps attiré les artistes, les intellectuels et les marginaux de tout genre. Bobby développe donc un comportement obsessionnel avec la musique et acquiert un goût prononcé pour les groupes qui explorent les facettes les plus violentes et sombres du rock. Ouais, ça c'est sa cam. Parce que dès 11 ans, s'il vous plaît, il forme son premier groupe de métal, Shade of Darkness. Ouais, on est d'accord, le nom est un peu edgy, mais bon, c'est l'époque aussi. Et malheureusement, en tout cas à ma connaissance, il ne reste pas de traces de Shade of Darkness. Impossible aujourd'hui d'écouter cette musique faite par un enfant de 11 ans. Je veux très écouter ça. Feld Up, retrouve-nous sur Lost Media. Alors, par contre, il y a bien des traces du groupe The Shade of Darkness que certains considèrent comme le même groupe. Mais c'est impossible à confirmer vu que Bobby n'est pas nommé dans ce groupe-là. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 12 ans, Bobby écrit ses premières chansons dans sa chambre avec une guitare Silvertone. J'aime bien ce genre de petite anecdote-là. Adolescent, il est de plus en plus influencé par les groupes proto-metal comme Groundhogs, Third Lord Baltimore et Stray. C'est pas le jeu avec le chat. Puis il aura un genre de révélation en découvrant le groupe Black Sabbath. Et ça y est, c'est ça qu'il veut faire. Il le sait. Il veut faire du gros métal qui tâche, comme la villageoise qui va malheureusement tomber sur ta chemise blanche que tu as quand même décidé de porter à la soirée raclette. C'est pas subtil, mais efficace. Mais bref, c'est pour ça qu'en 1971, il cofonde le groupe Pentagram. Encore un nom bien edgy, avec son ancien camarade de classe Jeff O'Keefe à la batterie et deux potes, Vincent McAllister et Greg Main, respectivement à la guitare et à la basse. Mais Pentagram développe un son assez unique. En tout cas à l'époque, on y trouve des guitares graves et saturées, un peu satanisantes, qui répètent des riffs entêtants, tout en laissant la place à l'occasionnel solo, la batterie est entraînante et le chant est quasi spectral, il plane au-dessus de l'instrumental. Les textes sont bien sombres, bien introspectifs aussi. De temps en temps, ça parle d'occultisme, de mort et de satanisme. Bref, grosse ambiance. Mais c'est bien mystique comme il faut. Mais bien souvent, ça parle aussi de désespoir, de dépression et de drogue. Et petit spoiler, malheureusement, ça va être une constante dans l'histoire du groupe et plus particulièrement dans l'histoire de ce bon vieux Bobby. Entre 72 et 75, le groupe il est encore jeune, ça marche pas exactement parfaitement comme il le voudrait. Les membres de Pentagram vivent de petits boulots, pour la plupart ils sont concierges. Le groupe enchaîne quelques démos qui vont rester secrètes pendant des décennies et tente de percer coûte que coûte. Ils veulent obtenir un contrat avec un label, puisqu'à l'époque, c'est presque impossible d'imaginer percer en indépendant.
Mais un jour, il rencontre les membres de Kiss, quand même, hein, Kiss quoi, c'est pas ma cam, mais c'est Kiss quoi, ainsi que leur producteur, donc ça sent bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Est-ce que le groupe va enfin marcher? Est-ce que c'est comme ça qu'il est devenu Pentagram, qu'on connaît, qu'on apprend à connaître maintenant? Eh bah pas du tout, Kiss et les producteurs, eh bah ils détestent la musique de Pentagram, donc c'est ciao. Mais en 1975, ils ont eu enfin l'occasion d'enregistrer des morceaux avec Murray Krugman et Sandy Pearlman du label Columbia Records, les légendaires producteurs de Blue Oyster Cult. J'adore cette chanson. Mais le projet sera rapidement abandonné parce que Bobby est impossible à gérer et n'est jamais satisfait du résultat des enregistrements. Ce moment est généralement considéré comme la plus grosse opportunité ratée de la carrière de Bobby et de Pentagram. Sortir un album chez Columbia Records avec des producteurs prestigieux aux commandes, c'était presque une garantie de succès, de richesse et de pérennité. À cause de tout ça, vous vous doutez bien que le groupe va pas super fort et c'est pour ça qu'en 1976, le groupe se dissout, le nom, Pentagram et les droits reviennent pleinement à Bobby. Oh well, this shows where things had ended. December 76, singer wanted. Former members of Pentagram require a singer of professional caliber in the David Coverdale, Paul Rogers mold. We do not want a singer with an ego problem. I met Bobby Liebling in probably 1967, 68. I noticed that he was carrying record albums with him a lot of times on the school bus, and I was just starting to get into cool music. Et après quelques années d'errance, Bobby réussit à reformer le groupe en 81 autour d'un line-up complètement différent. C'est comme ça que débute ce qu'on pourrait appeler l'âge d'or du groupe. Ils sortent entre 85 et 87, les deux albums étant considérés comme les meilleurs de la formation. Relentless et surtout le légendaire Day of Reckoning. Et d'ailleurs, le titre The Ghoul qu'on peut entendre dans cette vidéo, enfin ce même maintenant, eh bien il est issu de l'album Relentless. Qui dit succès commercial, même modeste, dit rentrée d'argent. Et une rentrée d'argent pour Bobby, ça veut dire un accès plus facile à l'alcool, au tabac, mais surtout aux drogues dures. Bobby commence à se défoncer nuit et jour à l'héroïne, au crack et à la meth, et dans les mêmes rares épisodes durant lesquels il n'est pas raide défoncé, il est au minimum complètement bourré. Durant la toute fin des années 80 et le tout début des années 90, le groupe est particulièrement instable à cause des comportements toxicomanes de Bobby. Certains membres du groupe partent ou menacent de partir, refusent de travailler avec Bobby ou sont eux-mêmes en train de devenir toxicos. Ils réussissent tout de même à sortir un album en 94, Before Warned, qui sera un échec commercial cuisant. Durant les années 2000, Bobby a une vie plus que pitoyable. Il ne gagne plus sa vie grâce à la musique, alors que ça avait plutôt bien commencé pour lui dans les années 80. Et ses addictions ne font que grandir. Il consomme dorénavant au quotidien des quantités démesurées d'opioïdes et d'anxiolytiques. À plus de 45 ans, il est obligé de retourner vivre dans la cave de ses parents et commence à mener une vie d'isolation presque complète, ne sortant que pour se procurer de la drogue et pour les rares répétitions du groupe. Note Stonks. En 2001, le groupe sort un album, Sub Basement, puis en 2004, Show 'Em Them How, qui sont des succès d'estime, propageant l'image d'un groupe qui tente de survivre malgré la déchéance physique et mentale de Bobby. Ce qui redonnera surtout un coup de boost à la carrière du groupe, c'est la publication des démos secrètes des années 70 qui auront un succès relativement important dans la communauté du metal underground. Malheureusement, Bobby continue de se saboter et de saboter l'avenir du groupe en refusant des contrats ou en étant complètement ingérable en studio. À un moment, son entourage pensait même qu'il était sur le point de mourir. L'état physique de Bobby était complètement détérioré. Il était squelettique, avait la peau grise, se grattait compulsivement à cause de l'excès d'héroïne et était en train de développer une paranoïa le mettant en danger, lui et ses parents âgés. Note Stonks, et c'est là que Don Argot et Damien Fenton, producteurs et réalisateurs de documentaires sur des sujets culturels, artistiques et sociologiques, entendent parler de Bobby, de son impact extrêmement important sur l'histoire du métal et de son état critique. Les deux hommes décident de produire un documentaire sur Bobby, Last Days Here, en français, Les Derniers Jours Ici.
titre qui a un double sens assez poétique, puisqu'il retracera soit les derniers jours de Bobby sur Terre, soit d'un addict miséreux qui vit dans la cave de ses parents à l'âge de 50 ans. Évidemment, je vous encourage à regarder le documentaire. Il est disponible de manière complète sur YouTube, et le résumé sommaire qu'on fait ici ne lui rend pas vraiment justice, donc n'hésitez pas à aller le voir. Dans Last Days Here, Bobby est soutenu par Sean Peltier, un jeune homme fan de Doom qui idolâtre Bobby, ou en tout cas l'image de Bobby. Peltier va devenir plus ou moins son manager et va tenter de le pousser à sortir de sa spirale infernale. Est-ce que ce nouveau manager va être le moment, le déclic pour Bobby de reprendre sa vie en main, de revivre de la musique? Spoiler non, ça commence, ça commence. Au début du reportage, Bobby est au plus bas. Il est persuadé que des insectes rampent sous sa peau dans l'une de ses hallucinations provoquées par le crack. Il est littéralement en train de mourir à petit feu et à couper les ponts avec tout le monde, même les membres de son groupe. Ses parents sont vieux, incapables de le gérer, et son père a perdu tout espoir de le voir s'en sortir. Il estime même avoir donné plus d'1 million de dollars pour Bobby et sa carrière, tout ça pour rien, ou presque. Ses parents sont persuadés qu'il était extrêmement talentueux, mais qu'il a tout gâché. Au fur et à mesure du documentaire, Bobby commence à se sevrer de ses addictions et accepte, tout doucement, à reprendre quelques répétitions avec son groupe, et même de remonter sur scène. Est-ce que c'est là le déclic qu'on attend? Bobby rencontre même une femme avec qui il a un enfant, et malheureusement cette dernière le quittera assez vite et il replongera un peu dans ses addictions. Bobby a besoin de fuir la réalité, mais il ne sait pas comment faire autrement qu'en se droguant lourdement. Le reportage n'a pas de happy ending. À la fin, Bobby n'est toujours pas clean, toujours pas en bonne santé. Mais au moins ça va un peu mieux et il refait de la musique. Le reportage apporte un regain d'intérêt pour Bobby et Pentagram. Le groupe sort 2 nouveaux albums, en 2011 Last Rites qui est plutôt bien accueilli, et en 2015 Curious Volumes qui prouve que Pentagram reste un groupe influent et pertinent dans l'univers du Doom. Le groupe, c'est que Bobby, malgré sa carrière relancée, n'est toujours pas très net, comme Baptiste, et en 2017 il agresse violemment sa mère de 87 ans à la suite d'une dispute. Bobby était évidemment complètement intoxiqué à ce moment-là. Bobby va donc être arrêté et va plaider coupable. Il va passer 18 mois en prison pour maltraitance et négligence envers un adulte vulnérable. Pas de déclic. Pendant son incarcération, Pentagram va continuer de tourner avec un chanteur de remplacement. Bobby a perdu légitimement la confiance de son entourage et de ses collaborateurs, et il est resté distant du paysage musical pendant plusieurs années. Mais il y a une petite news du côté de ce bon vieux Bobby, c'est qu'il a ressorti un album avec son groupe Pentagram en janvier 2025, là, et il a même recommencé à monter sur scène, et c'est à cette occasion que cette vidéo complètement virale a été prise. Ouais, on se doute pas comme ça en train de regarder un petit mème par-ci par-là, même si effectivement cette histoire-là est assez triste, vraiment. Je trouve ça super cool de connaître le background d'un mème qu'on peut tomber sur Insta. J'espère que cette vidéo vous plaît, on a un 2e épisode qui arrive là, mais reprenons notre histoire. Pentagram est l'un des seuls groupes cultes de l'underground qui a toujours été sur la brèche du succès commercial, mais qui a échoué, et en grande partie à cause des frasques de Bobby. Certains, un peu élitistes, considèrent même peut-être que le côté underground du groupe fait son charme, mais on peut tout de même légitimement se demander ce qu'aurait été la vie de Bobby et des membres du groupe si un succès plus important avait été au rendez-vous. Voici donc l'histoire de Bobby Liebling, qui est tout à la fois une légende du métal, un homme ayant une vie misérable et complexe, et un fils qui n'a pas hésité à violenter sa mère grabataire. La folie et le vide que vous pouvez lire dans ses yeux, c'est pas juste un bon jeu d'acteur.